Il y a des histoires au sujet de personnes ayant survécu dans le désert, dans la forêt amazonienne et sur des îles désertes pendant des semaines. Ces histoires nous montrent à quel point l'humain peut être résilient. Mais parmi ces nombreux cas, il y en a un qui va t'étonner. C'est l'histoire d'un homme qui a passé 3 jours à l'intérieur d'un navire tout au fond de l'océan Atlantique. Il n'avait ni bouteille d'oxygène, ni électricité, ni radio, ni nourriture, mais il a survécu. Cela s'est passé en 2013, à bord d'un remorqueur qui naviguait le long de la côte nigériane. Ce matin-là, il y a eu une petite tempête. Le remorqueur tirait un navire transportant des cuves de pétrole. Tout à coup, une énorme vague est apparue. Elle s'est écrasée sur le navire et a rompu son câble. À 4h30 du matin, le remorqueur a chaviré. Son pont était complètement immergé, mais sa coque dépassait encore à la surface. Le bateau s'est ensuite mis à couler. Les 12 membres d'équipage ont été pris au piège. Ils étaient tous dans leur cabine, fermés à clé. Leur porte était verrouillée parce qu'il y avait des pirates dans cette zone. Et à cause de cette précaution, ils se virent dans l'impossibilité de sortir de leur cabine. L'un d'entre eux, le cuisinier Harrison Okene, se trouvait dans la salle de bain au moment de l'incident. Il vit la pièce se retourner. Il tomba sur le plafond. Tous les objets lui tombèrent sur la tête. Il était abasourdi et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Lorsqu'il entendit les cris des autres membres d'équipage, il comprit que le bateau était en train de couler. Harrison fit tout ce qu'il put pour se relever. En s'agrippant aux parois, il réussit à sortir de la cabine. Le niveau de l'eau s'élevait maintenant au-dessus de sa tête. Il retint son souffle et plongea. Intuitivement, poussé par la peur, il atteignit la salle des machines. Il y avait là une petite poche d'air. Cette salle n'était pas entièrement inondée. L'eau n'y avait pas entièrement pénétré et il y avait encore de l'air pour respirer. Harrison comprit alors que c'était l'endroit le plus sûr du navire. Il n'avait ni eau potable ni nourriture. La pièce était froide et humide. Le sol était trempé et les pieds de Harrison commençaient à geler. Il n'avait presque aucune chance de survivre. Il trouva une boisson gazeuse et un gilet de sauvetage auquel étaient attachées 2 lampes de poche. À ce moment-là, le navire se trouvait au fond de l'océan, à une profondeur de 30 mètres, soit à peu près la hauteur d'un immeuble de 10 étages. La coque du navire subissait une pression énorme et grinçait de manière sinistre. Et Harrison entendit soudain un bruit étrange de l'autre côté de la porte. C'étaient des requins et d'autres poissons venus inspecter les lieux. C'est à ce moment que Harrison commença à perdre espoir. Le manque de vivres et la pression n'étaient pas ses seuls problèmes. La poche d'air était petite et il ne disposait que de peu d'oxygène. En 24 heures, une personne consomme environ 10 mètres cubes d'air. La réserve d'Harrison lui permettrait de tenir moins d'une journée. En dépit de cela, il parvint à survivre dans ces conditions pendant 60 heures. Et ce, grâce à l'eau qui l'entourait. La pression autour du navire comprimait l'air de manière inhabituelle. Mais la respiration du cuisinier représentait elle aussi un problème. Lorsque nous inspirons, nous absorbons de l'oxygène. Lorsque nous expirons, nous rejetons du CO2. Cette substance est dangereuse pour la santé si sa concentration dans l'air est de 5%. Harrison remplissait lentement la pièce de CO2. Et il ne pouvait pas sortir. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Mais là encore, il eut de la chance. L'eau absorbe le dioxyde de carbone. Et par ses mouvements, Harrison favorisait ce processus d'absorption. Ainsi, à son insu, il parvint à maintenir le niveau de CO2 au-dessous du seuil critique. Mais il n'était pas encore sorti d'affaire. Il courait le risque d'une crise d'hypothermie. Cela se produit lorsque la température de notre corps descend au-dessous de 35 degrés. Il fait souvent très froid et nos perceptions sont affectées. On ne comprend plus où l'on est, ni ce qui nous arrive. La conscience est altérée et certains individus chercheront instinctivement un endroit où se cacher. Ce comportement étrange est une réaction autonome du tronc cérébral et est similaire à la conduite adoptée par les mammifères sur le point d'hiberner. Certaines personnes se mettront même à creuser le sol à main nue. Il ne faut environ que 2 heures à un adulte pour geler et perdre connaissance. La cabine d'Harrison était remplie d'eau glacée. Il n'aurait pas survécu dans de telles conditions s'il était resté près du sol. Mais il parvint à construire une petite plateforme à l'aide d'un matelas. Cela lui permit de rester au-dessus de la surface. Les heures passant, la peur et le désespoir gagnaient de plus en plus l'esprit du pauvre cuisinier.
S'il ne pouvait pas sortir, c'était pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles était que seul un peu de lumière pénètre à une telle profondeur. Et Harrison n'y voyait absolument rien. Sa boisson était presque vide et les lampes de poche ne fonctionnaient plus. L'homme se retrouva dans l'obscurité totale. Mais les secours étaient proches. Pendant que les sauveteurs cherchaient les éventuels survivants, il pensait à sa famille et à sa vie. À un moment, il vit des rayons de lumière à travers un trou de l'épave. Des plongeurs se trouvaient à proximité. C'était là sa seule chance de survivre. Harrison sortit de la poche d'air et nagea vers les sauveteurs. Il progressait dans l'obscurité. Mais la lumière provenant de la lampe du plongeur disparut soudain. Il essaya de retrouver le plongeur, mais celui-ci se trouvait maintenant de l'autre côté du pont. Il commençait à manquer d'oxygène, alors il retourna vers sa poche d'air. Ses poumons ne lui permettaient pas de continuer. Il faillit se noyer, mais il réussit quand même à atteindre la salle des machines. L'essentiel était de ne pas désespérer. Il pouvait encore s'en tirer. Après s'être reposé quelques instants et avoir repris son souffle, Harrison fit une deuxième tentative. Il sortit de la salle et vit les plongeurs. Il nagea vers eux en y mettant toutes ses forces. Le sauveteur ne vit pas Harrison. Alors notre cuisinier toucha sa nuque et attrapa fermement sa main. Le plongeur eut tout d'abord peur, mais il comprit vite qu'il avait un survivant en face de lui. Harrison nagea ensuite jusqu'à la salle des machines pour trouver un peu d'air, et le plongeur le suivit. Tu trouveras facilement un enregistrement vidéo de ce plongeur sur Internet. Tu verras Harrison effrayé dans sa cabine refuge avec le sauveteur. Les plongeurs lui donnèrent un masque à oxygène. Ils étaient stupéfaits d'avoir trouvé un survivant. Harrison ne put remonter immédiatement à la surface à cause de la pression. Il avait passé environ 60 heures au fond de la mer. Il fallait donc qu'il remonte lentement afin que son corps s'habitue à nouveau à la surface. Par conséquent, les plongeurs le placèrent dans une chambre de décompression afin de réduire progressivement la pression externe. Puis, quand Harrison fut remonté, il vit les étoiles. Le cuisinier pensait n'avoir passé qu'une seule journée au fond de l'océan. Il fut donc surpris de découvrir qu'il était resté sous l'eau pendant 60 heures. En outre, il croyait que les autres membres de l'équipage l'avaient abandonné en quittant le navire. De nombreuses années sont passées, mais Harrison rêve toujours de cette poche d'air où il a failli mourir. Il lui arrive même de se réveiller en pleine nuit, convaincu que son lit est en train de couler au milieu de l'océan. Le Soleil est une étoile de taille moyenne, et pourtant elle pourrait contenir 1 300 000 terres. L'étoile est aussi 333 000 fois plus lourde que notre planète. La NASA a traduit les ondes radio créées par l'atmosphère des planètes en sons audibles. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que le son produit par Neptune ressemble aux vagues de l'océan, que Jupiter a l'air d'être sous l'eau, et que la voix de Saturne ressemble à la musique de films d'horreur. La Terre, elle, sonne un peu comme du jazz bebop. Bon, d'accord, ça je l'ai inventé. La surface du Soleil est brûlante, mais un éclair est 5 fois plus chaud. La Terre est frappée par 100 éclairs chaque seconde, ce qui représente 8 millions de coups de foudre par jour et environ 3 milliards par an. Incroyable! Vénus était très probablement couverte d'océans d'une profondeur de 10 à 300 mètres. De plus, une certaine quantité d'eau était prisonnière du sol de la planète. Celle-ci avait des températures stables de 20 à 50 degrés Celsius, qui étaient donc assez tolérables et pas si différentes des températures actuelles sur Terre. Bref, pendant 3 milliards d'années, jusqu'à ce que quelque chose d'irrévocable se produise il y a 700 millions d'années, Vénus aurait pu être habitable, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. La Lune est le deuxième objet le plus lumineux de notre ciel. Pourtant, parmi les autres corps astronomiques, c'est l'un des plus sombres et des moins réfléchissants. Mais notre satellite naturel semble brillant parce qu'il est très proche de nous. De la même façon, notre planète semble beaucoup plus lumineuse lorsque tu la regardes depuis l'espace. C'est parce que les nuages, la glace et la neige réfléchissent beaucoup plus de lumière que la plupart des roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace. Si ce satellite remplaçait notre lune actuelle, le ciel nocturne deviendrait 7 fois plus lumineux. Les étoiles à neutrons font partie des objets les plus petits et les plus massifs de l'espace. Elles ont généralement un diamètre d'environ 18 km, mais sont plusieurs fois plus lourdes que le Soleil. Et elles tournent sur elles-mêmes environ 600 fois par seconde, bien plus vite qu'un patineur artistique professionnel.
Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Elle a une densité équivalente à 1/8 de celle de la Terre. Et pourtant, à cause de son immense volume, la planète est 95 fois plus massive que la Terre. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques qui se produisent sur la Lune. Il s'agit d'un changement éphémère de lumière, de couleur ou autre, à la surface du satellite. Le plus souvent, il s'agit de flashs lumineux aléatoires. Les astronomes observent ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs se produisaient de façon imprévisible. Parfois, ils peuvent se produire plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais certains ont duré plusieurs heures. En 1969, un jour avant qu'Apollo 11 ne se pose sur la Lune, l'un des membres de la mission a remarqué qu'une partie de la surface lunaire était plus éclairée que le paysage environnant. On aurait dit que cette zone avait une sorte de fluorescence. Malheureusement, on ne sait toujours pas si ce phénomène était lié au mystérieux flash lunaire. Les déchets ne sont pas seulement un problème dans les océans, les villes et les forêts de la Terre. Il existe ce que l'on appelle les déchets spatiaux, c'est-à-dire tout objet fabriqué par l'homme qui a été laissé dans l'espace et qui ne sert plus à rien. Il y a aussi des débris naturels provenant de météorites et d'autres objets cosmiques. Il y a actuellement plus de 500 000 débris spatiaux en orbite autour de la Terre, à des vitesses suffisamment élevées pour causer des dommages importants s'ils entrent en collision avec un vaisseau spatial ou un satellite. La NASA fait de son mieux pour suivre chaque objet afin de s'assurer que les missions hors de la Terre puissent atteindre leur destination en toute sécurité. Notre Soleil est incroyablement massif. Pour preuve, 99,86% de toute la masse du système solaire consiste en la masse du Soleil, en particulier l'hydrogène et l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface. La température de la surface atteint 5500 degrés Celsius, mais la haute atmosphère atteint des millions de degrés. Si l'on pouvait creuser un tunnel directement au centre de la planète et ressortir par le côté opposé, et que tu étais assez aventureux pour sauter dedans, il te faudrait 42 minutes pour le traverser. Tu accélérerais au fur et à mesure de ta chute pour atteindre la vitesse maximale au moment où tu atteindrais le noyau de la Terre. Après la moitié du trajet, tu tomberais ensuite vers le haut, de plus en plus lentement. Au moment où tu atteindrais la surface opposée, ta vitesse serait de nouveau à 0. À moins que tu ne parviennes à t'extraire du trou, tu recommencerais immédiatement à tomber, pour redescendre ou remonter vers l'autre côté de la planète. Ce voyage durerait une éternité, et ce, à cause des effets bizarres de la gravité. Il pourrait y avoir plus de métaux, par exemple du titane ou du fer, dans les cratères lunaires, que ne le pensaient les astronomes. Le plus gros problème avec cette découverte ? Elle contredit la principale théorie sur la façon dont la Lune s'est formée. Cette théorie stipule que le satellite naturel de la Terre s'est détaché de notre planète après une collision avec un objet spatial massif. Mais alors, pourquoi la croûte terrestre, pauvre en métaux, contient-elle beaucoup moins d'oxyde de fer que celle de la Lune ? Cela pourrait signifier que la Lune s'est formée à partir des matériaux se trouvant bien plus profondément à l'intérieur de notre planète. Ou bien ces métaux pourraient être apparus lorsque la surface lunaire, en fusion, se refroidissait lentement. Ou peut-être, comme on le dit depuis des siècles, qu'elle est faite de fromage. La Terre pourrait avoir été violette avant de devenir bleue et verte. Un scientifique a une théorie selon laquelle une substance existait dans les anciens microbes avant que la chlorophylle, cette chose qui rend les plantes vertes, n'évolue sur Terre. Cette substance reflétait la lumière du soleil en rouge et en mauve, couleurs qui se combinaient pour donner du violet. Si c'est vrai, la jeune Terre a peut-être regorgé d'étranges plantes de couleur violette avant que toutes ces choses vertes n'apparaissent. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest, le plus haut sommet de la Terre par rapport au niveau de la mer. Si tu te tenais au sommet d'Olympus Mons, tu ne comprendrais pas que tu te trouves sur une montagne. Ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Les astronomes ont trouvé un énorme réservoir d'eau dans l'espace, le plus grand jamais détecté. Dommage que ce soit aussi le plus éloigné. Il est situé à 12 milliards d'années-lumière de nous. Ce nuage de vapeur d'eau contient 140 000 milliards de fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Vénus tourne à son propre rythme, sans se presser. Une rotation complète prend 243 jours terrestres. Et il faut à la planète un peu moins de 225 jours terrestres pour faire le tour complet du Soleil. Cela signifie qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Il y a très peu d'activité sismique à l'intérieur de la Lune.
Pourtant, des mini-séismes lunaires, causés par la force gravitationnelle de notre planète, se produisent parfois à plusieurs kilomètres sous la surface. Ensuite, de minuscules fissures et fractures apparaissent à la surface du satellite et des gaz s'en échappent. Mars est la dernière des 4 planètes intérieures, que l'on appelle aussi telluriques car elles sont composées de roches et de métaux. La planète rouge a un noyau composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Il mesure entre 1500 et 1900 km de diamètre. Mais ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars n'a pas de champ magnétique à l'échelle de la planète. Le faible champ magnétique qu'elle possède ne représente qu'1 centième de celui de la Terre. Lorsque les planètes du système solaire ont commencé à se former, la Terre n'a pas eu de lune pendant très longtemps. Il a fallu 100 millions d'années pour que notre satellite naturel apparaisse. Il existe plusieurs théories sur la façon dont la Lune est apparue, mais celle qui prévaut est la théorie de la fission. Elle affirme que la Lune s'est formée lorsqu'un objet est entré en collision avec la Terre, envoyant des particules dans tous les sens. La gravité a rassemblé les particules et la Lune a été créée. Elle a fini par se poser sur le plan de l'écliptique de la Terre, qui est la trajectoire actuelle de la Lune. Le plus grand être vivant sur Terre s'avère être un champignon dans l'Oregon. Cet énorme champignon Armillaria vit dans la forêt nationale de Malheur et couvre une superficie de 9,5 km². Il pourrait avoir jusqu'à 8500 ans. Mais on peut te pardonner de l'avoir manqué, car il est en grande partie caché sous terre. Lorsque les racines d'armillariés individuels se rencontrent, elles peuvent fusionner pour devenir un seul champignon, ce qui explique comment celui-ci est devenu si grand. Si tu pouvais rassembler tous ces champignons en une seule grosse boule, elle pourrait peser jusqu'à 35 000 tonnes. C'est à peu près aussi lourd que 200 baleines grises. Le plus grand astéroïde du système solaire s'appelle Vesta, et il est si gros qu'on le qualifie parfois de planète naine. Un voyage vers la 2e étoile la plus proche de nous, après le Soleil, te prendrait 5 millions d'années en avion de ligne. C'est ce qu'on appelle un vol ultra long courrier. L'espace n'est pas censé être noir. Il y a des étoiles partout. Ne devraient-elles pas éclairer tout ce qui se trouve autour ? En réalité, on ne voit pas d'étoiles partout, car certaines d'entre elles n'existent pas depuis assez longtemps pour que leur lumière atteigne la Terre. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes.